Notre invité Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Christian Jacob. Vous êtes député de Seine-et-Marne, vous êtes président du groupe UMP à l'Assemblée nationale et vous avez été ministre de la Famille sous Jacques Chirac. Oui, et Jean-Pierre Raffarin. Avec Jean-Pierre Raffarin. Bien, Christian Jacob, parlons de la famille avec ces manifs qui ont eu lieu hier à Lyon comme à Paris. Le gouvernement vient de le dire par la bouche de Manuel Valls. Le gouvernement s'opposera à tout amendement concernant la PMA et la GPA. Vous n'avez plus d'inquiétude? Si, parce que Madame Bertinotti disait le contraire il y a quelques jours. Claude Barthelone hier annonçait qu'il y aurait vraisemblablement des amendements sur la PMA. Regardez d'ailleurs. Le gouvernement s'opposera à tout amendement, dit Manuel Valls. Oui, vous ne le croyez pas? Non, je ne crois pas Emmanuel Valls. Non. Vous ne le croyez pas? Non. Bon, d'accord. Je pense qu'on est une fois de plus dans la manœuvre. Vous savez, ce gouvernement est dans une logique aujourd'hui de masquer l'échec économique, l'échec social, l'échec en matière de lutte contre la délinquance. Et donc pour cela, on essaie de toucher à tout ce qui fait consensus. Ça avait été le cas avec le mariage pour tous, ça a été le cas sur la loi Veil, ou au détour du texte sur la parité homme-femme, qui était un texte qui pouvait tout à fait faire consensus et qui posait pas de problème majeur. Ils ont essayé d'écorner la loi Veil, et vous verrez qu'il y aura des amendements de déposer sur la PMA. Vous savez, le gouvernement peut dire... Mais si le gouvernement dit je m'oppose à ces amendements. Oui, mais s'il se fait battre, ça arrive que le gouvernement se fasse battre dans l'hémicycle par sa majorité en disant écoutez, nous au gouvernement on était contre, mais on a été débordés, on n'y peut rien. Donc vous dites, vous n'y croyez pas. Non. Bon, Christian Jacob, parlons justement de ce texte de loi. Mais il a été voté il y a 8 mois, ce texte de loi, non? Ce projet de loi? Oui, bien sûr. La loi est en place. Mais la manifestation va au-delà de ce texte de loi. Vous reviendrez sur ce texte? Ah, moi, je suis favorable à ce qu'on revienne dessus, c'est-à-dire que l'on change le mot de mariage. Vous abrogez la loi? Non, changer simplement mariage par union civile, ce qui permet à la fois au couple... Vous ne changez rien à la loi, vous changez simplement les termes. Ça permet aux couples homosexuels d'avoir des droits protégés avec l'union civile. Ça permet d'officialiser leur union devant le maire ou un officier d'état civil, mais ça évite tout le sujet sur l'adoption. Mais vous n'êtes pas tous d'accord, l'UMP, pour revenir. Vous savez, ce texte, attendez, parce que 200 députés, 200 députés UMP, 2 ont voté le texte. Donc 198 y étaient opposés. Pour abroger la loi, vous n'êtes pas tous d'accord. Enfin, c'est la position que nous avons défendue tout au long de ce débat, c'est celle de revenir à l'union civile. Mais là, on va au-delà. La manifestation, c'est au-delà de. Alors on va parler justement de la manifestation. Vous n'étiez pas hier à la manifestation. Non, mais j'aurais pu y être tout à fait. J'avais d'autres engagements qui étaient pris. Vous n'y étiez pas, mais vous auriez pu y être. Sans aucun problème, parce que j'ai toujours soutenu cette manifestation, dans la mesure où elle permet de mobiliser, de défendre des convictions des gens qui ont le sentiment, à juste titre, que la famille est en permanence attaquée. Ce que je venais de dire, au-delà du texte sur le mariage qui est voté, vous avez raison, mais il y a la loi Veil qu'on a cherché à écorner, il y a la PMA. On n'a pas cherché à l'écorner, la loi Veil. Mais si. On était sur un sujet qui faisait consensus. Et au détour d'amendements... On l'a modifié, Oui, mais au détour d'un amendement. Et de la même façon que vous verrez que sur la PMA et la GPA, on aura des amendements. Sur la fiscalité, regardez ce qui se passe. On a baissé le quotient, baissé le quotient familial. On fiscalise les droits familiaux. On est en permanence dans une attaque contre la famille, et il est normal que les gens qui sont attachés à la famille se défendent et se mobilisent. Et quand j'entends Manuel Valls réagir comme il réagit, mais c'est indigne. Ce ministre qui mérite le bonnet d'âne des ministres de l'Intérieur, qui a échoué sur toute la ligne, sur la lutte contre la délinquance, et qui cherche là à essayer de cliver en permanence et de vouloir associer la manifestation d'hier à celle d'il y a 8 jours, c'est indigne, ces propos. Indigne.
Oui, c'est indigne. Vous trouvez que... Je vais revenir sur ce qu'il dit, sur les années 30, sur le retour l'émergence d'un Tea Party à la française. Vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'à l'UMP, vous êtes un peu gêné quand même autour de ces problèmes. Non, on n'est vraiment pas gêné. Mais non, attendez, on était contre la loi. Comment voulez-vous qu'on soit gêné? On a été contre la loi sur le mariage pour tous. Je dis 200 députés, 2 qui votent pour et les autres qui sont contre. Nous sommes contre la généralisation de la PMA, c'est-à-dire en dehors du cadre, nous sommes bien entendu favorables à la PMA encadrée pour des raisons de santé, comme ça existe aujourd'hui, mais contre la généralisation de la PMA. Nous sommes contre la GPA, nous sommes contre la baisse du quotient familial, contre la fiscalisation des droits familiaux, donc nous sommes parfaitement à l'aise sur ces sujets. Oui, quand Christine Boutin dit les digues ont sauté entre la droite et l'extrême droite... Christine Boutin, c'est Christine Boutin. Moi, je vous parle de l'UMP. Non, je pense que ça n'est... Non, parce que je ne pense pas du tout... Les digues n'ont pas sauté entre la droite et l'extrême droite. Non. Mais pourquoi vous ne poseriez pas cette question, par exemple, à Jérôme Lambert, député socialiste, qui a soutenu cette manifestation? Attendez, je pourrais très bien lui poser la question. Mais pour moi, il n'y a pas de digue. Jérôme Lambert qui est face à moi, c'est vous. Mais il n'y a aucune digue, on n'a rien à voir avec le Front National, voilà. Il n'y a aucune digue nationale. Non, c'est une vue de l'esprit, quoi. Non, mais elle défend son avis. Moi, j'aime bien Christine Boutin. Elle défend ses convictions, mais j'ai les miennes. Oui. Mais je vous sens gêné à lui. Non, vous n'êtes pas autour de ces problèmes de société. Mais pourquoi est-ce que dans votre récent Conseil national, vous n'avez pas, et dans votre projet, vous ne parlez jamais de questions de société. Si, mais on va en parler. Là, on vient de faire tout un volet sur les questions économiques, qui me semblent être les premiers sujets de préoccupation des Français. Alors, parlons-en. Et les sujets économiques, c'est l'emploi. Je vais vous poser des questions sur les problèmes économiques, mais je voudrais que nous finissions sur les sujets de société. Je vais avoir des questions très précises. Si j'ai bien compris, si vous revenez au pouvoir, première chose, vous supprimez la notion mariage pour tous. C'est peut-être pas la première chose, parce que la première chose, c'est l'emploi, quand même, la première préoccupation. Mais sur ce sujet de société. Tout à fait. Bon, donc c'est l'union civile. On est d'accord. Bon, PMA, GPA, vous dites non. Oui. On est d'accord. La loi Veil, vous y touchez ou pas? Non, la loi Veil, vous n'y touchez pas. Écoutez, alors à ce moment-là, moi j'étais contre. Mais attendez, on peut jouer dans la provoque autant qu'on veut. Simplement, là, on est sur des sujets qui sont clairs. Je vous l'ai dit, sur la loi Veil, nous sommes opposés à ce qui a été fait par voie d'amendement. Et donc on était sur un ou pas? Écoutez, on verra à ce moment-là. Moi, je pense que la loi Veil était un sujet de consensus tel qu'elle était, mais ça mérite aussi un peu de débat entre nous. Moi, la loi Veil me convient telle qu'elle est. Uniquement la loi Veil, rien que la loi Veil. Peut-être qu'on y reviendra, mais on reviendra. Attendez, si on revient, on la remettra. Vous y reviendrez, quoi. On est sur un amendement à la marge qui n'a jamais empêché aucune femme d'accéder à l'IVG. Et je pense que la loi Veil, telle qu'elle était avant cette modification du texte en première lecture, on va encore avoir un texte. Le texte va passer au Sénat, il va revenir à l'Assemblée. Donc on va avoir d'autres occasions de débattre. Donc attendez que l'étude du texte et le vote du texte final soient faits avant de me demander si on revient ou pas dessus. Le statut du beau-parent, vous êtes favorable ou pas? Je suis assez réservé là-dessus. Non, je suis assez réservé. Je pense qu'on est sur des points d'équilibre de la même façon que sur la garde d'enfants. Vous voyez, sur la garde alternée. Il y a eu débat depuis. Parce que vous avez été ministre de la famille. Il y a eu longtemps des débats sur la garde alternée. Oui. Moi, je suis très réservé. Je pense que c'est une solution dans certains cas, mais il ne faut pas. On ne bouge rien. Il ne faut pas l'obliger. Il ne faut pas l'obliger parce que il faut toujours avoir une préoccupation. Non, mais est-ce qu'un beau-père ou une belle-mère doit avoir un statut? Je ne suis pas convaincu. Bon, donc on reste en l'état. Je ne suis pas convaincu. On est figé. On est figé, je ne suis pas convaincu. Non, mais c'est des questions, vous savez que c'est des questions auxquelles on répond pas par oui ou par non. Je sais, mais vous avez quand même une position. Hervé Mariton,
que vous connaissez bien, qui fait partie de votre groupe, dit l'UMP est particulièrement gêné sur les questions de société et ne prend pas parti suffisamment. Moi, je suis pas gêné sur ces sujets. C'est vrai ce qu'il dit ou pas? Je ne suis pas gêné sur ces sujets. Simplement, dans l'ordre des choses, on s'est attaqué et on a travaillé sur les sujets économiques et sociaux parce que c'est là qu'est la préoccupation des Français. Et pourquoi les socialistes sont sur ces sujets? Parce qu'ils sont en situation d'échec permanent sur le modèle économique, sur le matraquage fiscal, sur l'emploi, sur la sécurité, et donc on cherche à ouvrir d'autres brèches. Voilà. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un tea party à la française? Non, c'est d'un ridicule, pas tenté. C'est ridicule. Ça. Bon, est-ce que François Hollande a été élu par défaut? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu un engouement pour François Hollande. Non, mais attendez. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu un engouement pour François Hollande. On n'a pas. Élu par défaut ou pas? Certains députés UMP le disent. Non, il y a eu une question de Guillaume Larrivé qui a posé une question avec beaucoup de talent d'ailleurs, et il a été très critiqué par la gauche. Nadine Morano était là mercredi, elle m'a dit il a été élu par défaut. Oui, mais vous allez me retourner la question sitôt après si je vous dis ça. C'est-à-dire, vous allez me dire, mais alors ça veut dire que Nicolas Sarkozy aurait pas su mobiliser les gens. Moi, je pense qu'il a été. Non, pas du tout, non. Je pose simplement, est-ce qu'il a été élu par défaut? Il n'y a eu aucun engouement pour François Hollande. Oui, non, mais d'accord. Voilà. Bon, mais c'est ça ma réponse. Il a été élu par défaut ou pas? Mais je suis pas obligé de vous répondre par oui ou par non. Non, vous êtes peut-être obligé d'avoir des idées. Voilà, exactement, tout à fait. Et je vous dis qu'il n'y a pas eu d'engagement et les convictions sont d'une autre nature. Les convictions, j'ai voulu en parler sur les sujets de société. Je peux vous en parler sur les sujets économiques. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que vous remettez en cause sa légitimité? Il est parfaitement légitime. Non, mais il est vous ne remettez pas en cause bien évidemment que non, il est légitime. Pourquoi, selon vous, Christian Jacob, il y a une telle désaffection pour les politiques et pour les journalistes aussi? Pourquoi? Parce que vous ne savez plus défendre ce qu'on appelle le peuple, parce que vous ne savez plus lui parler, parce que pourquoi? Non, pourquoi y a-t-il cette méfiance? Parce que je pense présente. Nous sommes dans une situation de crise grave. Sur le plan économique et social, la courbe du chômage continue d'augmenter. Nos pays voisins ont redressé. On le voit en Allemagne, on le voit au Royaume-Uni, on le voit. Non mais ça vous dérange pas que je puisse finir de vous répondre? Merci. Donc la crise économique est là. Les pays voisins se redressent et il y a une incompréhension aujourd'hui des Français qui disent mais bon sang, pourquoi nous on reste collés au fond de la piscine et qu'on n'arrive pas à redémarrer? Et ensuite on va, et c'est ce que fait le gouvernement en ce moment, aller taper sur des sujets de société, ouvrir des brèches sur des sujets qui faisaient consensus. Et donc ça suscite effectivement une réaction. C'est de dire il ne s'occupe pas. Ne récupérez pas vous l'UMP, l'opposition. Mais on le récupère lorsqu'on est en élection. Vous ne récupérez pas ce mécontentement. Mais l'objectif, ça n'est pas les Français se méfient autant de vous que de François Hollande. Mais je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais alors pas un instant. Ah bon? Parce que vous pensez qu'il y a un engouement pour l'UMP? En politique, on le voit au moment des élections. Bon. C'est là le juge. Il va y avoir un engouement pour l'UMP. Le juge de paix, c'est que depuis 20 mois, il y a eu 8 élections partielles. Nous avons gagné 8 élections partielles. Donc un raz-de-marée pour l'UMP aux municipales et aux européennes. Une fois sur deux, la gauche n'a pas été capable d'être présente au deuxième tour. Et aujourd'hui, ça n'est pas de récupérer les mécontentements, mais c'est de mobiliser autour d'un projet. Ce projet, on ne le construit pas en 6 mois ou en 1 an. Nous sommes partis sur 5 ans d'opposition. Ce temps de l'opposition, nous devons l'utiliser pour mobiliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous venons de le faire sur les sujets économiques. Et on ira sur d'autres sujets de façon à être prêt le moment venu. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Donc aujourd'hui, ne nous demandez pas ce que on va faire. On n'est pas au pouvoir. En revanche, on a le devoir de construire un projet mobilisateur pour les Français. Et c'est ce à quoi nous sommes attelés en ce moment. Bien. Alors, on va parler du pacte de... Un mot de politique quand même. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que Nicolas Sarkozy doit participer à des primaires s'il est candidat ou pas? Moi, je pense que le moment n'est pas venu aujourd'hui pour constituer telle ou telle écurie présidentielle. Le moment, il est venu de s'être mobilisé sur un projet. Et nous verrons... Vous pensez que certains commencent à
organiser une écurie présidentielle? Les primaires, le moment venu, amèneront à cela. Mais les primaires, c'est en 2016 pour 2017. Oui, non, donc mais on est au début 2014. Nous avons des élections municipales dans 2 mois. Le sujet, c'est pas les présidentielles de dans 3 ans, c'est les municipales de dans 2 mois. Les amis de Nicolas Sarkozy ne sont pas en train de préparer un retour de Nicolas Sarkozy, non? Écoutez, posez-leur la question. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les municipales dans 2 mois. C'est comme ça qu'on reconquiert les territoires, et c'est comme ça qu'on se mettra en situation de pouvoir inverser les choses au Sénat, parce que les sénatoriales, pour les gagner, il faut d'abord gagner les municipales, et nous sommes mobilisés là-dessus. Et viendra, bien entendu, le temps des présidentielles et des législatives. Mais dites-moi, faut-il réduire le nombre de députés, le nombre de sénateurs ou pas? Je pense pas qu'on peut... Non, on touche à rien, quoi. Non. Je peux vous répondre? Non, mais c'est amusant parce que vous faites les questions et les réponses. Non, mais parce que j'ai l'impression qu'on ne touche à rien avec vous. Non, c'est pas qu'on ne touche à rien. Une autre question. Non. Vous interprétez tout un peu rapidement. Je vous répondrai pas à cette question comme ça. Je vais vous dire qu'il faut avoir une réforme de fond sur toute l'organisation territoriale, c'est-à-dire poser le débat des communes, des intercommunalités, des conseils généraux, des conseils régionaux et des législatives. Et ça, c'est un projet présidentiel. On fait pas les choses avec des bouts de ficelle en disant voilà, moi je suis parce que ça va dans le sens du vent, je suis pour la diminution du nombre de députés. C'est ridicule et stupide d'approcher les choses uniquement dans ce sens-là. Vous êtes favorable au cumul des mandats? Limité à 2 mandats, oui. Mais vous êtes favorable au cumul des mandats? Limité à 2 mandats. Oui. Vous êtes contre toute idée de proportionnel? Oui. Vous êtes contre, finalement, diminuer le nombre de députés? Non, je dis que cette question, elle se pose dans le cadre d'une réforme complète des différentes strates. Ce que je viens de vous dire... Suppression de certains départements, fusion de régions? On n'y va pas comme ça, on pose l'ensemble du débat, c'est-à-dire aujourd'hui on a un manque de lisibilité de l'action de l'État, de l'action des pouvoirs publics entre la commune, l'intercommunalité, la métropole, le conseil général, le conseil régional, l'État, et il faut revenir à des structures qui soient plus lisibles, plus efficaces. Ça veut dire qu'il faut reposer tout cela à plat. Mais ça se fait dans le cadre d'une campagne présidentielle. C'est pas de dire on va regrouper les régions, mais attention, on touche pas à Bretagne et Pays de Loire, parce que dans Pays de Loire il y a Nantes et quand même faut pas toucher à Nantes. On regroupe les départements, mais on touche pas à la Corrèze. Attendez, tout ça est ridicule. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de lisibilité. Parlons d'économie pour terminer. Le MEDEF demande la suppression de la taxe qui finance les collectivités locales. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu cela. Vous êtes d'accord avec le MEDEF? Je pense que la réforme de l'ATP a été une bonne chose. Et ce que nous avons fait en la remplaçant à la fois par la contribution foncière. Non, je suis pas d'accord. Je pense que le sujet n'est pas celui-là. Bon, les contreparties. Le gouvernement qui demande aux syndicats des créations d'emplois. Le nombre de créations d'emplois envisagées. Est-ce qu'il faut exiger des contreparties à ce pacte de responsabilité? Mais ce qui est invraisemblable, c'est que le seul sujet de préoccupation, c'est de réfléchir comment on va mettre des contraintes supplémentaires aux entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un numéro d'enfumage sans précédent sur la baisse des charges et la baisse de l'impôt. Je vous rappelle qu'il y a il y a 1 mois, cette majorité votait 12 milliards de prélèvements supplémentaires sur les entreprises et sur les foyers et sur les familles. Et ça, c'était le 30 décembre. Et le 1er janvier, le président de la République dit au fait, peut-être qu'il faudrait baisser les charges et les impôts. On se fiche du monde quand même. On se fiche du monde. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons un gouvernement qui se préoccupe pour donner des gages à sa gauche, comment je vais matraquer davantage les entreprises, qu'on foute la paix aux entreprises, qu'on laisse un peu respirer notre économie. Et donc, l'enjeu, c'est d'alléger les charges qui pèsent sur le travail, baisser le coût du travail. C'est ce que font nos voisins pour retrouver des points de compétitivité et baisser la fiscalité. Bien. La réserve parlementaire. Vous avez combien de réserves parlementaires? Vous créez 250 000 euros. 250 000, comme les vice-présidents et présidents de groupe. Vice-présidents. 60 000 euros attribués rien que pour votre ville. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y avait de bons projets, mais vous savez, c'est pas de l'argent qu'on sort de la poche et qu'on donne comme ça. C'est de l'argent de l'État.
Non, oui, l'argent de l'État, ceci étant, c'est le ministère de l'Intérieur. Oui. Non, bah oui, c'est plus compliqué. Oui. Non, mais je voudrais qu'on explique ça parce qu'on est dans une vraie démagogie. Bon, alors allez-y. La réserve parlementaire. Oui. Chaque député a en moyenne 130 000 euros de dépenses possibles. C'est-à-dire qu'il doit présenter au ministère de l'Intérieur des projets qui ont été votés dans le cadre d'un conseil municipal, qui ont le contrôle de légalité de la sous-préfecture et de la préfecture, et ensuite ils sont présentés au ministère de l'Intérieur, qui les affecte à tel ou tel ministère, et on versera en fonction de ça. Donc voilà. Bon, donc vous avez 250 000 euros à votre disposition, que vous utilisez comme bon vous semble. En fonction des projets qui me sont présentés dans les collectivités. Mais curieusement, 60 000 euros pour votre ville. Oui, et alors ça pose un... Oui, est-ce que ça vous pose un problème? Non, mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il faut la supprimer, cette réserve parlementaire? Parce que je vois le débat est en train de s'installer. Est-ce qu'il faut la supprimer? Non, il faut pas la supprimer parce que ça permet dans un certain nombre de cas de faire que des projets peuvent être réalisés. Le nombre de fois où on a permis, avec cette réserve parlementaire, de faire qu'une cantine scolaire soit réalisée, qu'une garderie soit faite, qu'une place du village soit refaite, que des projets d'intérêt général soient réalisés, c'est souvent la partie d'autofinancement qui manque à la commune, que l'on apporte par la réserve parlementaire, et je pense que c'est un bon outil. Merci Christian Jacob, il est 8h55.